l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Tu as parlé de Nelly Arcan, le fait qu'elle soit morte, et ton presque étonnement que Britney soit pas morte, notamment en se suicidant dans une baignoire, par exemple. Et de cette, limite, ça sonne comme un paradoxe en fait que elle était tellement aliénée qu'en fait, elle aurait pu. Enfin, le suicide était comme une sorte de suite logique, quoi. Enfin, je veux dire, tellement, en fait, elle a suivi la même trajectoire radicalisante que Arcan. Et en fait, je voulais te demander. J'ai l'impression que dans le livre, il y a un truc que tu veux faire, et tu en as parlé aussi quand tu as dit que tu voulais faire se joindre les deux bouts de la littérature et d'une sorte de manière de chanter et d'être en tant que femme, d'agir en tant que femme, de danser en tant que femme et tout. J'avais l'impression qu'il y avait le personnage principal, c'était toi, enfant, en fait. Et que tu prenais Britney comme un biais. Enfin, Britney et Arcan étaient comme deux manières de faire se rejoindre toi actuellement écrivaine et toi avant enfant, comme si c'était une manière de renaître de naître nouvellement en tant qu'écrivaine, là où dans Comme la chienne, c'était beaucoup plus, c'était une suite, presque un truc choral de trajectoires féminines brisées en fait, ou justement en voie d'émancipation, en voie de sortie du carcan. Et j'ai eu l'impression, donc je te demande si c'est le cas, que là tu voulais promouvoir une autre figure artistique qui serait toi enfante en fait, et d'où presque le non-sens de te demander si cette photo existe, parce qu'en fait c'est quelque chose qui se situe dans ta vie intérieure, quoi. Oui, complètement. En tout cas, de dire que au moment où j'ai grandi en tant qu'autrice, j'avais que des modèles masculins et j'avais très envie de me faire intégrer là-dedans, mais j'avais aussi très envie d'être prise au sérieux. Et donc cette question du sérieux-là, elle était... en fait, j'étais encore, justement, tu as dit le mot aliénée, mais vraiment aliénée par une forme de culture. De la même manière que Patrick Chamoiseau, qui est un auteur que j'adore, dit que dans son premier roman, son personnage avait les cheveux blonds, alors que c'est un auteur de la créolité. Et donc en fait, retrouver cette figure de l'enfance, pour moi, c'était effectivement retrouver quelque chose de perdu, mais qui ramènerait une forme de joie. Évidemment, la musique, c'est lié à ça. Pop, pas pop, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Il y a une forme de joie et de puissance. Et d'ailleurs, Britney Spears, c'est très drôle, mais là, on a fait une rencontre à Nancy où, après ça, il y a un danseur du ballet de Lorraine qui est venu faire une choré, tout le monde s'est levé, tout le monde a dansé. Et en fait, c'était un moment, mais extrêmement joyeux. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai envie de produire quand même dans le réel. Et je pense qu'on peut parler de choses importantes et parler de cette réalité-là, de ces suicides, de ces souffrances, et en même temps se dire que il y a quelque chose pour le présent et qu'on peut produire quelque chose. Et finalement, je me dis, en fait, moi, je me sens beaucoup mieux là que dans des rencontres très sérieuses d'auteurs qui, encore une fois, comme j'en parlais tout à l'heure, passent leur temps à déplorer la fin du monde et qu'on est au bout. Donc, oui, bien sûr, l'enfant et l'enfance là-dedans, à travers... En fait, l'enfance que m'a donnée quand même Britney Spears, pas l'enfance réelle, encore une fois, parce que l'enfance réelle, elle est sauvage, elle est très difficile. Enfin, dans notre monde, et particulièrement en France, les enfants sont encore très sous la coupe de l'autorité patriarcale. Donc, c'est pas une romantisation de l'enfance, mais en tout cas, oui, d'une forme de joie, de vulgarité, de joie, et là j'y reviens peut-être de liberté aussi, prise à l'encontre de toute une culture qui s'impose à nous et à nos imaginaires et qui les limite, quoi. Donc ouais, carrément. Alors ce que tu racontais, en fait, les ateliers que tu fais, et quand tu demandes à ces étudiants et ces étudiantes de faire une description de femmes et qu'elles ont du mal au début, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ça, pour prendre un peu de temps, parce que ça m'intéressait. C'est quoi les premières réactions que tu as en général des étudiants et tout par rapport à ça ? Cet exercice, elles n'y arrivent pas. Ah ouais ? Non, elles n'y arrivent pas.
Non, mais elles arrivent pas et c'est là vraiment. Alors autant il y a des choses qu'elles arrivent très bien à faire. Je dis elles parce qu'en fait c'est majoritairement c'est des filles. Il y avait un garçon qui. Le cours s'appelait Que fait le genre à la littérature et il y a des choses où elles arrivent très bien, par exemple à retourner les situations. Donc quand je leur dis justement. Il y en a une qui a écrit un texte très drôle où d'un coup c'est une fille qui est cachée dans un bosquet et qui mate un mec qui est en train de faire du sport et donc il s'attarde sur ses muscles et tout. Enfin c'est très drôle et donc ça c'est la femme qui est la voyeuse. Enfin donc elles arrivent bien à retourner les situations. Donc en fait la parodie, tout ça c'est assez facile. Mais inventer vraiment une autre manière de dire qui serait défaite en fait de tous les clichés, c'est extrêmement difficile. Donc ouais moi ça m'avait pas étonnée parce que c'est vrai que c'est difficile. Parce que encore notre perception de la beauté est informée par des canons dont on hérite et encore nous, on est informés par ça. Encore nous, on voit le monde à travers ce prisme-là. Donc c'est très difficile Enfin, c'est des siècles de représentation, d'histoire de l'art, des siècles et des siècles qui ont fait que notre regard est biaisé et qu'on on voit la beauté là où on nous a appris à la voir. Et que donc même si on est capable de dire que là c'est des clichés, très bien, mais du coup... et là, c'est l'art, je pense. C'est comment on invente autre chose. Donc c'est Et quand justement, quand elles n'y arrivent pas, quels conseils tu leur donnes, quelles techniques, je sais pas, tu leur donnes pour qu'elles essayent, qu'elles y arrivent, ou je sais pas comment est-ce que tu réagis quand elles sont dans cette impossibilité de faire ça. Je sais pas si t'as un... Bah non, parce que moi, pareil, j'ai pas de truc d'écriture, je peux pas leur donner de conseils particuliers. Juste, c'était très intéressant collectivement de faire le constat de cette difficulté, quoi. Ça a donné un moment très intéressant parce que je pense que là, c'était un des moments forts où elles ont vraiment compris justement qu'on manquait de représentation, de manière de se représenter. Ouais. Tu reprends le truc de la conjonction de coordination bloquée par un point ou en tout cas des signes de ponctuation de façon générale. Donc ta car point, ta mais point. Il y a des adverbes aussi, il va y avoir alors, bon, etc. Tu faisais ça dans Comme la chienne. Je crois que tu le fais aussi dans Mausolée, mais il me semble un peu moins. Et là, vraiment, tu le reprends. Et je me suis dit, c'est pas juste un truc que tu reprends pour faire une sorte de signature Louise Chenevière, trademark, quoi. Mais en fait, vu que le principe là, de ce truc-là, c'est conjonction de coordination qui est censée amener un énoncé suivant, bam, bloqué, tais-toi, stop. Quel sens ça prend ici dans ce livre, dans Pour Britney, que ça n'aurait pas dans Comme la chienne ou Mausolée? Je pense que la ponctuation, ça me vient vraiment comme ça. C'est pas des choses que je pense. Les fois où j'essaye de travailler mes virgules, je suis mauvaise. Donc c'est parce que ça témoigne vraiment d'un rythme. Je pense que dans ce texte-là, c'est la précipitation de la colère un peu. C'est-à-dire de vouloir dire beaucoup de choses très vite. Et aussi, je crois pour moi que je l'ai compris pareil en le faisant, que c'était une manière de laisser de la place au lecteur et de pas tout dire. Ça crée aussi, je pense, une complicité parce qu'en fait, souvent, on voit très bien de quoi je parle. Peut-être ça prouve encore plus que, voilà, oui, en fait, c'est vrai, parce que j'ai même pas besoin de le dire pour que vous le sachiez. Et donc, dans ce texte-là, ça a peut-être plus une valeur démonstrative, que dans d'autres textes, ça pouvait témoigner aussi l'incapacité à dire, parfois. Dans Comme la chienne, je pense que c'était peut-être l'incapacité, parfois, à dire les choses, que c'est trop difficile, donc on va pas jusqu'au bout. Là, il y a peut-être encore autre chose de dire, voilà... j'ai pas besoin de le dire parce que vous savez très bien de quoi je parle et que du coup ça fait presque force de preuve un peu plus en fait c'est presque comme un piège que je tends un peu au lecteur ou à la lectrice parce qu'il y a un truc où mais voilà, c'est vrai que c'est pas du tout des choses qui sont pensées. Dans ce texte-là, par exemple, j'ai constaté qu'il y avait presque pas de points. Dans mes autres textes, il y a des points quand même, je crois. Mais c'est vraiment pas des choses qui sont effectivement réfléchies ou qui sont, pour moi, c'est juste un moyen de casser cette langue, en fait, parce que c'est cette langue qui nous empêche de dire. Donc, il y a un truc il faut la faire plier, et encore une fois, pour moi, la littérature, c'est faire entendre une voix singulière, et pour ça, faut travailler dans la langue, quoi. C'est pas facile, parce que il y a beaucoup de choses, il y a des mots qu'il faut pas utiliser, il y a des choses qu'il faut pas... Donc, mais par exemple, il y avait dans Comme la chienne régulièrement des 2 points qui ont été perdus après. Enfin, tout ça, c'est des choses que je maîtrise pas particulièrement, mais surtout, j'espère que ça va pas devenir effectivement une marque de fabrique. Enfin, je pense que chaque texte a un rythme qui lui est propre et une nécessité propre. Donc là, j'ai commencé à écrire un autre texte qui sonne pas du tout pareil. Donc voilà, j'espère surtout que ça va pas devenir effectivement une marque de fabrique ou une sorte de recette. Voilà, c'est pas... Ouais. Oui, bonjour, j'ai pas lu vos livres. Vous avez évoqué la guerre tout à l'heure. Je voulais, si vous voulez bien, savoir votre réaction
à toutes les femmes, notamment ces jours-ci, qui sont victimes des guerres, des massacres, que ce soit en Israël, à Gaza, au Liban, au Soudan, partout. Est-ce que ça fait... vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça, en tant que femme, justement, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est des victimes d'une sorte de patriarcat global, guerrier, destructeur, ou pas? Qu'est-ce que ça vous fait réagir? On sait qu'effectivement, les femmes ont toujours été utilisées comme arme de guerre, en fait, on peut dire, puisque le corps des femmes appartient aux hommes, et que dans des contextes de guerre, effectivement, ça peut être encore plus violent parce qu'il y a une appropriation vraiment vengeresse. Voilà. Et il y a un très beau livre qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme », qui vraiment dit, et ça c'est vrai de notre monde, qu'en fait c'est un monde qui a été façonné quand même par une masculinité, et donc c'est d'autant plus des victimes, j'allais dire collatérales, mais en tout cas non, centrales. Après, voilà, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a motivé les soldats américains à venir en France en parlant des femmes aussi qu'ils pourraient trouver et donc violer. Donc c'est aussi vraiment, enfin, il y a une utilisation du corps des femmes dans les contextes de guerre qui est d'une violence assez inouïe. Mais bon, en même temps, on peut pas, enfin voilà, ce qui se passe en ce moment est tellement sidérant que ma première pensée là n'est pas forcément pour ces victimes-là. Mais c'est vrai qu'historiquement, c'est assez fascinant de voir comment les femmes sont utilisées pour miner en fait les corps des nations, parce qu'il y a vraiment ce truc de quand on touche aux femmes, on touche au corps de la nation, puisque le corps des femmes appartient à la nation et qu'il s'agit de reproduire des bons petits Français. Et donc voilà. Mais ouais. Je rebondis sur la question concernant la ponctuation. Pour Brittany, je crois que c'est un livre que vous avez écrit dans un temps très ramassé, en 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire impliquer vraiment son corps aussi. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et vous évoquiez également un autre livre sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous vous mettez dans ces mêmes conditions-là? Et est-ce que ce livre... Pardon, j'ai tendance à faire plein de questions. Est-ce que ce livre, c'est Blackout ou pas? Alors, j'ai écrit ce livre en 3 semaines, parce que mon éditeur n'aime pas que je dise, parce qu'il dit ça va pas faire sérieux et tout. Bon, ce que je précise, c'est quand même, j'écris depuis des années, donc cette précipité de 3 semaines, c'est le résultat d'années de travail qui font qu'à un moment, il y a ce truc qui se condense. Mais comme je disais, pour moi, l'écriture, c'est un moment dans lequel quand même, mais je me coupe du réel, et ça avait été, pour Mausolée, une longue écriture. Voilà, j'arrive plus à me préoccuper des choses, à parler la langue. Enfin, c'est un truc vraiment, c'est une sorte de... Je crée comme ça une bulle, et là, j'aime bien parler, enfin, je pense que c'est important de parler aussi de la réalité économique, des conditions économiques. C'est-à-dire qu'écrire un livre, vous êtes à pure perte. C'est-à-dire vous êtes en train de vous endetter pour les mois... Enfin, voilà, il y a quand même un truc de... C'est vraiment un truc de dingue de faire ça. Ça va à l'encontre de toutes les logiques, même si vous pouvez gagner un peu d'argent avec, en rapportant à l'heure. Enfin, donc il y a aussi un truc c'est hyper difficile de trouver ce temps-là pour écrire. Là, je suis dans un moment où je fais des demandes de bourse et tout ça. Si je les ai, j'aurai du temps. Mais si je les ai pas, je vais simplement devoir travailler, en fait. Donc j'aurai pas ce temps-là pour écrire. Donc quand le livre s'est présenté à moi, parce que c'est vraiment ça, cette idée de livre, je me suis dit, là, il faut pas que je lâche. Je peux pas lâcher, en fait, parce que c'est trop précieux. Et en fait, c'était les 3 semaines de vacances de Noël. Et donc voilà, c'est des vacances, et c'est le moment où j'ai ce temps-là. Ça a été assez extrême, c'était jour et nuit. Quand j'ai fini le livre, j'ai vraiment dormi pendant 48 heures. Donc c'est vraiment un truc, effectivement, où il y a le corps qui est impliqué. Mais moi, je pense que ça me permet aussi d'être dans un endroit où je réfléchis pas trop. Je pense, mais je réfléchis pas. C'est-à-dire, je suis pas en train de m'auto-critiquer, je suis pas en train d'avoir cette sorte de surmoi qui est là. Est-ce que t'as raison de faire ça? Est-ce que c'est comme ça? Donc il y a un truc où je lâche. Il y a plein de choses que j'aurais pas écrites si j'y avais pensé. Il y a plein de choses que j'aurais jamais osé dire si j'avais pensé. Voilà, c'est un truc vraiment un peu comme ça. Donc c'était très nécessaire pour ce livre-là. J'essaie de ne pas reproduire ces conditions-là pour le prochain, parce que c'est vraiment quand même... après, c'est une forme d'addiction, de drogue aussi. C'est-à-dire c'est un état presque, oui, de transe, vraiment... Donc c'est très bien, mais j'essaie de ne pas reproduire ces conditions pour ce livre-là. J'essaie de le mener sur le long terme. Et il y a... Donc là, je travaille sur un texte qui s'appelle Blackout, qui en fait va peut-être être plusieurs textes, qui est un texte sur la mémoire et l'oubli. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire traumatique. Je le dis, mais moi, c'est pareil, pas un mot que j'utilise, mais sur comment... En fait, je pense qu'il y a une production à échelle planétaire et intime, individuelle, d'oubli. Mais en même temps, c'est ce qui nous tient en vie, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'avancer, d'oublier les choses. Si on restait figé à l'instant,
on n'avancerait pas. Donc c'est une force vitale. Et donc comment on traite avec ça, puisqu'on sait que l'oubli parfois se fracture et que les choses reviennent. Donc voilà. Et là, plus particulièrement sur ces questions-là, c'est un texte qui travaillera autour de encore une expérience personnelle de violence dans le couple extrême et où je vais questionner les faits de prescription, le fait que la justice prescrive à un moment, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de recours en justice, et donc je vais beaucoup travailler ces questions judiciaires-là. Qu'est-ce que c'est la prescription ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'il faudrait lutter contre la prescription ? Ou est-ce que peut-être c'est aussi... Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là sur... Mais c'est un gros chantier, donc c'est en ce moment. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question de littérature et politique, parce qu'elle nous intéresse particulièrement dans le podcast. En fait, ce sont des gestes qui sont pas anodins. Je veux dire, vous avez écrit 3 livres, vous écrivez de la chanson, vous chantez, etc. Comment vous envisagez le geste d'écriture comme une certaine manière d'intervenir dans le monde aujourd'hui, et comment vous arrivez comment vous le pensez, ou peut-être d'ailleurs c'est quelque chose qu'on vit plus qu'on le pense. C'est évidemment une manière d'intervenir dans le monde, mais qui moi me parle plus, puisque j'ai l'impression que ici je peux intervenir en tant que subjectivité, c'est-à-dire et m'adresser aussi à d'autres subjectivités, et c'est ça que j'aime particulièrement dans la littérature et dans les livres. C'est pour ça que je lis, c'est que en fait d'un coup on tombe justement un peu tous ces carcans sociaux, politiques et voilà, et des formes d'intervention qui sont ultra nécessaires, mais qui font que le monde se construit en ennemi. Et que finalement mon monde est bloqué, quoi. C'est-à-dire je sais qu'il y a des hommes dans ce monde qui sont mes ennemis, enfin voilà, mais je sais aussi que certains hommes que j'aurais pu penser dans le fait social être des ennemis, ou que voilà sûrement auraient pesté contre plein de choses, sont venus me voir en disant qu'ils avaient lu Comme la chienne, sont venus me voir en disant qu'ils avaient lu Pour Britney, et que ça les avait touchés en fait. Parce qu'il y a quelque chose là qui s'instaure. Quand on écrit, on est seul, mais on s'adresse. Quand on lit, on est seul, on n'est pas en représentation, en fait. On n'a rien à prouver, je pense, quand on lit. On tombe un peu les choses. Et on n'est pas là, dans la rue, en train d'incarner notre être social et de dire c'est là d'où on vient. Moi, je pense que tout le monde peut lire, que tout le monde peut comprendre. J'écris des livres qui, je pense, sont adressés à tout le monde. Je suis très contre l'idée d'une littérature qui serait élitiste. Enfin, je crois que la grande littérature l'est jamais. Donc moi c'est ma manière la plus directe et pour moi la plus pertinente. Je sais qu'il y a des jeunes hommes de 18 ans dans le Vaucluse qui ont lu mon livre, quoi, et qui sont peut-être des gamins qui auraient pu avoir des réactions antiféministes, qui peuvent avoir voilà, mais d'un coup, je sais pas, ça touche un truc à l'intimité, on est seul à seul et il y a quelque chose qui se passe. Il y a une rencontre possible, en fait. C'est là que je me sens le plus à l'aise et en tout cas, c'est vrai aussi que c'est les livres qui ont toujours provoqué en moi les plus grands bouleversements. Vraiment. C'est les livres qui m'ont toujours fait aller le plus loin dans ma compréhension du monde. Donc, j'y crois quand même un peu. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être venus. Un grand merci à Louise déjà aussi, on peut leur applaudir. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été enregistré à la Gaîté Lyrique et il est réalisé par Emma Chignara et Aline Crétinoir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.